Bonjour, donc je vous remercie de me donner l'opportunité de partager avec vous un monde impitoyable, celui de la gériatrie, bien entendu, associé à l'oncologie, parce qu'un malheur n'arrive jamais seul. Et donc je sais que pour vous, le sujet âgé est très précieux, c'est un véritable diamant. Et donc on va essayer de voir un peu comment apprécier toutes les facettes de ce diamant, sans pour autant risquer donc de le perdre, surtout quand il a un cancer. Donc moi je suis thrombologue, donc comme Olivier et Fosson-Berry, donc on travaille beaucoup dans le monde de la thrombose, et surtout pour essayer de la contrôler, de la maîtriser, et surtout d'optimiser le traitement des malades. Pas pour prendre des viagers, je vous rassure. Sur le plan pratique, quand on fait face à un sujet âgé, le sujet âgé est le gold standard, le modèle type du patient vulnérable. Et il a beaucoup de raisons, multiples raisons, d'être particulièrement donc fragile, notamment avec ses maladies, ses comorbidités, ses comédications. Alors, quand un patient fragile a le malheur donc d'acquérir une pathologie agressive comme un cancer, tout le challenge c'est de traiter le cancer sans tuer le malade et surtout, bien entendu, de ne pas l'exposer à de multiples effets secondaires. Et quand on va traiter ce patient contre une thrombose liée au cancer, car vous savez que le cancer fait le lit de la thrombose, il s'allie au caillot qui lui fait son lit pour progresser. Donc, soit on va traiter le patient contre la thrombose au cours du cancer, soit on va essayer de prévenir, et ça c'est beaucoup mieux en médecine, prévenir c'est mieux que tenter de guérir, prévenir la thrombose chez un malade à risque quand il a un cancer et qu'il est âgé, ça aussi c'est un challenge parce que nous avons cette célèbre balance, entre les deux mon corps balance, entre, c'est pas la peste et le choléra, c'est entre la récidive thrombotique et le risque hémorragique. Or, ces deux plateaux sont les mêmes rives, les deux mêmes rives d'un même parcours de soins. Parce que le patient qui est à risque thrombotique, il est aussi à risque hémorragique. Donc, il n'y a pas de miracle. Ce sera difficile à gérer, bien entendu. Alors, pourquoi est-ce que ça thrombose ? Bon, je vous rappelle, dans votre tendre enfance, on vous a parlé de Virchow. C'est pas en deux mots, ça ne vire pas chaud, mais c'est Virchow. Et donc, pourquoi ça devient chaud justement dans le compartiment vasculaire ? Parce qu'il y a une triade. Il y a trois facteurs majeurs responsables de cette thrombogénèse. D'une part, il y a une stase veineuse. Or, le patient âgé a des raisons d'avoir une circulation ralentie. Comme par exemple, exactement, il n'y a pas que le vieux qui a un flux ralenti. Non, c'est l'alitement, les varices, la déshydratation, tout ça ralentit le flux. Bon, d'autre part, il y a ce qu'on appelle donc la lésion endothéliale. Vous savez que pour avoir un phénomène thrombotique, il faut que le mur endothélial, qui est un véritable téflon de votre poêle à frire, tant que le téflon est respecté, le steak n'adhère pas. Dès que vous allez léser cette paroi endothéliale, vous allez créer un afflux cellulaire. Ça va être le début de ce colmatage qui répare en l'occurrence la brèche, mais qui va devenir aberrant et qui va s'exacerber pour obturer la lumière du vaisseau, c'est la thrombose. Donc cette lésion endothéliale est retrouvée chez nos malades, car ils ont beaucoup de raisons d'avoir donc des vaisseaux fragiles. On dit que le vieux est poreux, parce qu'effectivement, il a un endothélium qui n'est pas tellement compétent, qui est moins compétent. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'activation ou l'hypercoagulabilité, donc c'est une coagulation exagérée. Le vieux est collant, parce qu'il a des facteurs de la coagulation qui sont augmentés et qui font de lui qu'il a une coagulation qui est beaucoup plus performante et beaucoup plus surtout exubérante. Virchow a dit ça, mais en pratique clinique, quand on s'intéresse à la genèse de la thrombose dans le milieu médical, parce que je ne parle pas de la chirurgie, parce qu'on sait très bien que là c'est vraiment, encore une fois, un générateur de thrombose, mais en milieu médical, en médecine, vous voyez que c'est quand même le gros de l'iceberg, finalement, de cet ennemi public numéro 1 qui est la thrombose veineuse et qui est un tueur silencieux, parce que le patient
eh bien, il a beaucoup de facteurs de risque. En l'occurrence, il a l'âge, mais également il a des comorbidités et il a une insuffisance rénale, etc., etc. Donc, hors cela, vous voyez très bien le portrait du sujet âgé. Donc, on voit qu'en médecine, quand on est âgé et qu'on a des comorbidités, le risque de thrombose est naturellement associé. Mais que disent les études épidémiologiques ? Les études scandinaves sont toujours très bonnes. Pourquoi ? Parce que les blonds sont excellents, et tout est informatisé, et puis ils ont une méthode de travail qui est assez rigoureuse. Donc vous voyez, dans cette étude épidémiologique, quand ils ont essayé de voir un peu quelle était la thrombogénèse dans leur population, eh bien on voit que le risque de thrombose veineuse s'accroît avec l'âge. Vous voyez, l'incidence, donc, quand on a plus de 80 ans, est significativement accrue que quand on a à peine 25 ou 30 ans. D'autre part, quand ils sont intéressés sur les caractères de l'apparition de cette thrombose veineuse, vous voyez que le facteur déclencheur numéro 1, le leader de l'incendie prothrombotique, c'est le cancer dans cette population-là. Donc, plus tu es vieux, plus tu risques de thromboser. Or, c'est plus souvent en rapport avec un cancer. D'autre part, quand on s'intéresse justement à ces patients qui ont plus de 65 ans et qui effectivement ont une thrombose liée au cancer, vous voyez que la thrombose est survenue dans 70% des cas dans les 3 premiers mois de la découverte même du cancer, donc ça rigole pas, et que le risque de récidive est significativement accru. Qui a thrombosé, thrombosera, surtout si tu es vieux et que tu as un cancer qui n'est pas traité, ou qui est mal traité, ou qui est résistant. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les facteurs de risque associés ne se limitent pas au cancer et à l'âge. C'est que vous voyez que vous avez des facteurs de risque cardiovasculaires qui, eux, contribuent également à cette thrombogénèse veineuse. Donc, en matière de thrombose, l'artère a de la veine, pas le malade. C'est kiff-kiff. Ce sont 2 compartiments vasculaires qui traduisent cette hypercoagulabilité. Vous savez, quand un patient fait une thrombose veineuse dans les 2 ans qui suivent, il a plus de malchance de faire un AVC, et vice-versa. Quand il fait un infarctus, il a plus de malchance de faire une thrombose veineuse, une embolie pulmonaire dans les 2 ans qui suivent. D'autre part, les varices, l'insuffisance rénale, sont des facteurs qui contribuent également à cette hypercoagulabilité, à cette thrombogénèse. Bien sûr, le cancer lui-même, plus il est grave, plus il est étendu, plus ça fait mal. Donc, en gros, ton problème n'est pas un problème binaire. Âge, cancer, c'est un problème qui est multifactoriel. Et donc, il faut que je te voie dans toutes ces facettes-là. J'ai parlé du diamant. Vous savez que plus il y a de facettes, plus les carats sont... Non, vous ne savez pas ça, vous. Ouais, c'est pas grave. Non, on ne travaille pas à Tenon, nous. Moi, je fréquente des Hollandaises. Ouais. Donc, comme disait le docteur Ross, vous connaissez le docteur Ross, un beau gosse, qui disait « What else ?» Vous, quand vous pensez thrombose et cancer, vous devez penser thrombose and co. Co pour comorbidité, comédication. Bien entendu, vous savez que... Bon, il vous a dit, le professeur Arnaud vous a dit, c'est quoi l'ordonnance moyenne, combien il y a de médicaments dans l'ordonnance moyenne d'un sujet âgé ? Les 7 mercenaires. Ils sont très forts. Ouais, ils sont forts. Je vois que la gériatrie, finalement, est à son apogée, ici. Le Cockcroft. Alors, le Cockcroft, il vous l'a dit aussi, le professeur, non ? Cockcroft. D'accord. Il ne l'a pas dit encore, mais il va vous le dire. Cockcroft et gestion antithrombotique, c'est vraiment un pléonasme. C'est très important. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Le contexte, effectivement, est important, parce qu'il faut toujours qu'on ait une approche environnementale des choses en médecine, et la cognition. Pourquoi la cognition est importante ? Parce que la cognition traduit T'as une bonne ouïe, toi. Hein, t'as ton sonotone ou quoi ? J'entends très bien, toi t'as un problème ? Oui, il n'a pas compris la... C'est quoi ? C'est quoi la réponse ? L'observance. Ah, l'observance. D'accord. Aussi. En fait, comme complication. Quand vous avez tous ces c'est pas cocorico, c'est complication. Ça va devenir très très compliqué chez le malade. Donc votre vie ne sera pas simple. Pourquoi la cognition ? Parce qu'en fait, la cognition va souvent de pair avec
la fragilité, la vulnérabilité. Et donc c'est un signe non pas de yoyoterie, c'est un signe de vulnérabilité. Et donc on voit que la mortalité, elle est vraiment corrélée à l'existence de ces fonctions cognitives altérées. Alors, je vous ai dit, dans le monde de la thrombose, on voit en 3 dimensions, on vit en 3 dimensions. Là, tout progresse. Je vous ai dit l'année dernière que vous devez passer de la 3G à la 4G. Vous y êtes déjà ou pas? J'espère, parce que moi je suis à la 5. Et donc, l'idée... Nous, on ne travaille pas à Tenon. Je recrute. Donc, vous avez, encore une fois, l'appréciation du risque thrombotique au cours du cancer se veut à travers un audit. Un audit qui est sérieux, c'est des facteurs liés au patient, notamment sa vulnérabilité, des facteurs liés au cancer, son agressivité, des facteurs liés au traitement du cancer, parce que vous savez qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, et pour casser de la cellule tumorale, il faut y aller. Donc chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, tout ça crée des lésions cellulaires qui sont des nids à génération de thrombine. Et puis la 4e dimension, c'est la mienne, là où je suis, c'est un peu X-Files, c'est le monde de la biologie, des marqueurs. C'est-à-dire en fait, on veut des thermomètres du risque vasculaire. On veut des évaluateurs de ce risque vasculaire. Et aujourd'hui, on a des candidats pour cela. Donc, on va auditer cela. Parce que ce qu'on sait, c'est que en matière de thrombogénicité au cours du cancer, c'est l'association de tous ces facteurs qui sera synergique et qui sera responsable de l'hypercoagulabilité et donc de la genèse d'un caillot. Et l'audit passe par l'appréciation du type de cancer et de sa sévérité, la fragilité du malade, le traitement qu'il va recevoir et bien sûr son histoire clinique. Et 1 + 1 est égal à 25. C'est très synergique. Dans les études cliniques thrombose et cancer, les patients qui ont été inclus, ici je vous ai mis les 2 études phares, donc avec les héparines de Bapa moléculaire, CLOT il y a 10 ans et puis CATCH il y a un peu moins longtemps, mais quoi qu'il en soit, vous voyez que dans ces essais cliniques, les malades qui étaient atteints de cancer n'étaient pas très âgés. La moyenne d'âge, elle est de 60 ans. D'autre part, vous voyez que le performance status, donc autrement dit la vulnérabilité de ces malades n'est pas très forte, parce que 70% des malades, ils avaient un score 0,1. C'est pas très fragile tout ça. Alors que dans la vraie vie, quand vous prenez un registre Rieté avec pratiquement 80 000 patients dans ce registre-là, vous voyez que dans la vraie vie, les malades depuis 75 ans, il y en a au moins 30 à 40%. Et que les malades avec une insuffisance rénale modérée à sévère, il y en a au moins 40 à 50%. Et qu'un malade qui rentre comme ça dans la maladie cancéreuse, alors qu'il a déjà un rognon qui n'est pas bon, quand je vais le traiter avec une chimiothérapie, je vais aggraver son insuffisance rénale. Et du coup, je vais aggraver son hypercoagulabilité et sa vulnérabilité hémorragique. Donc le Cockcroft, ouais, c'est un bon copain. Mais ce n'est pas un copain pour le néphrologue. Lui, il ne cherche pas à évaluer la qualité néphronique du malade. Vous êtes un thrombologue, et donc vous utilisez le Cockcroft, qui est un indicateur de la vulnérabilité du patient qui va avoir un traitement antithrombotique, en l'occurrence un traitement anticoagulant. Parce que le profil du malade à risque hémorragique quand il est traité par un traitement anticoagulant, c'est le grand âge, le rein qui est défaille et un petit poids. Et ça, ces paramètres-là sont dans la formule de Cockcroft. Et donc c'est pour ça que vous devez le faire, car c'est un excellent évaluateur du risque hémorragique. Je l'ai appelé le BMI, le Bleeding Meaning Index. Autrement dit, c'est un évaluateur de cette vulnérabilité-là. Et aujourd'hui, faites-le. Et vous voyez que les AOD, par exemple, dont a parlé Olivier à l'instant, les AOD, eux, c'est ce qu'ils ont évalué pour apprécier l'adaptation du traitement chez les malades dans ces cohortes de fibrillation atriale ou thrombose veineuse. Donc, moralité, la triade cancer, thrombose, insuffisance rénale est une nouvelle triade qui, elle, est explosive. Parce que, quel que soit finalement le couple que vous allez prendre, de part et d'autre, ce sera beaucoup plus difficile, péjoratif au plan pronostic, avec effectivement une issue qui est généralement compromise. Donc il part vraiment avec un capital particulièrement
mis en danger. Hein, donc cette triade, une triade, on sait très bien que c'est quoi? C'est une mafia. Hein, voilà. Et quand on dit mafia, on pense pas fiable. Donc attention à cette approche et à cette audit que vous allez faire, parce que vous vous rendez compte que les choses sont assez ténues dans la gestion de ces patients. Alors pour gérer un traitement qui a une thrombose et qui fait un cancer et qui est donc fragile, ben vous avez un arsenal. L'arsenal, c'est bien sûr les antivitamines K, les héparines de bas poids moléculaires et puis les AOD. Hein, c'est les traitements anticoagulants que nous avons à notre disposition. Or, je veux juste souligner un peu, disons, les faits marquants qui doivent vous retenir dans votre prescription et dans votre sélection. Vous voyez que sur le plan élimination, donc... Ah oui, vous êtes moderne. Vous avez eu des sponsors alors cette année? Donc... Mais vous voyez ma flèche là? Vous avez une super vue là. Et, vous êtes tous presbytes en fait. Donc, on a dit qu'on ne parlait pas de vie privée. Donc, insuffisance rénale est un fait, je vous ai dit, c'est fréquent chez les sujets âgés. Or, vous voyez que les AVK sont éliminés par voie rénale, mais sous forme inactive, alors que les AOD sont éliminés par voie rénale, mais sous forme active. Et est-ce qu'un antivitamine K s'accumule chez un sujet qui a un rognon pas bon? Ben non, puisque de toute façon, tu n'accumules que quelque chose qui est inactif. Tu n'accumules que des métabolites inactifs. Donc il n'y a pas d'accumulation. En revanche, ce qui est certain, c'est que chez le malade qui a un rognon qui n'est pas bon, l'INR est de plus en plus instable. Donc patient fragile, INR labile. Et du coup, c'est l'instabilité de l'INR qui fait qu'il a un risque hémorragique accru. Parce que les métabolites déséquilibrent l'INR. Mais il n'y a pas d'accumulation. En revanche, pour les AOD, oui. Comme ils s'éliminent par voie active, comme il n'y a plus d'élimination, ben, il y a une accumulation. Les héparines de bas poids, plus tu es court, plus tu as une chaîne courte, plus tu es éliminé par le rein. Plus tu es long, plus tu es éliminé par le système réticule endothélial. Donc attention, vous voyez que les héparines de bas poids moléculaires ne sont pas toutes équivalentes. Quand vous prenez
risque et éviter de mettre les malades au traitement antithrombotique quand ils sont à faible risque. Pour cela, vous avez des scores, et donc je parlerai des scores lors des journées de Brocade 2020, donc vous êtes conviés. Et surtout, vous voyez on n'a pas du tout la preuve que l'AOD est aussi efficace et aussi bien tolérée que les héparines de bas poids moléculaire. Donc, comme disait mon copain Jean-Claude Van Damme, thrombose et cancer, restez aware. Aware parce que vous avez un patient qui est fragile et qui a des problèmes donc, de prise en charge et donc surtout d'optimisation thérapeutique, car vous devez marcher sur des œufs. Et pour cela, donc, avec l'AFSOS, on a essayé donc, de définir un chemin, un parcours de soins pour algorithmer, si vous voulez, cette décision thérapeutique. Mais moi, je dirais donc que tout est écrit, c'est comme pour le port-salut. HBPM, ça veut dire hypocoagulation bénéfique en prolifération maligne. Donc ça reste le fer de lance de la gestion antithrombotique. Et que AOD, c'est attention au doute. Donc dans le doute, tu t'abstiens. Je vous remercie.